podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je commence ma série spéciale Mindset avec un enseignant en programmation neurolinguistique qui est aussi pianiste de formation. Il s'occupe des choristes de l'Opéra de Montréal. Il est aussi coach pour la performance, pour des athlètes, pour des musiciens. Donc, Claude, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci. Une vie bien remplie, quoi. Puis, y a-t-il des choses qui manquaient dans la présentation que j'ai pas dit? Écoute, je dis toujours, moi, que j'ai deux vies. J'ai ma vie de musicien, parce que j'ai vraiment toujours deux vies parallèles, là, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, toutes sortes de choses et que des choses que j'aime. Je suis vraiment OK. musicien. Je travaille à l'Opéra de Montréal, ça fait 30 ans. Je suis chef des chœurs là-bas. Et parallèlement à ça, je suis coach professionnel certifié depuis plus que 15 ans. Et j'enseigne, entre autres, le coaching, j'enseigne la PNL, j'enseigne l'hypnose ericksonienne. L'hypnose est un des outils que j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup ça. Alors, je fais du coaching en privé, je donne des formations de toutes sortes, beaucoup. Je te dirais, je me suis spécialisé en gestion de stress et en préparation mentale à la performance. Je pense que c'est le créneau qui t'intéresse le plus. Tu sais, Oui, mais effectivement. Puis, le premier livre que tu as écrit aussi, c'est vraiment super bon. Oui, atteindre, ben merci. Atteindre sa zone d'excellence, absolument. C'est un des que j'ai écrit puis qui m'a rempli de bonheur. J'ai passé comme 4 5 ans avec ça. Ça m'a tellement aidé à avancer et à me faire une tête là-dessus, là. Puis ça se veut grand public, là, ce livre-là. Oui, oui, oui. Puis, ça se trouve sur Amazon, hein, je crois. J'imagine, écoute, c'est aux éditions de l'Homme, fait que c'est quand même facile, même Archambault, Renaud-Bré, facile à trouver, il est toujours accessible. Fait que c'est un livre, comme il m'avait dit, non, non, ça c'est un livre sur la durée. Puis comme de fait, à chaque fois que je donne des formations, quand je fais des présentations, des choses, il y a toujours plus de commandes qui passent. Puis chaque année, il y a un certain nombre qui passent et je suis toujours très fier, très content de ça, là. OK, OK, super. Ben écoute, oui, puisqu'on va parler quand même de préparation mentale, c'est, ça m'intéresse de savoir comment tu as développé cet intérêt-là dans ta vie. Hmm, c'est une, c'est une excellente question parce que c'est venu étonnamment du fait que je voyageais beaucoup l'été dans ce qu'on appelle, nous, des camps pour les jeunes chanteurs d'opéra en début de carrière. Alors, OK. je me promenais autant aux États-Unis qu'en Europe. J'ai fait beaucoup de camps. Écoute, je suis allé à Tel Aviv pendant 15 ans, 15 étés de suite pour ça. Et je te dirais, travailler avec les jeunes chanteurs, beaucoup le répertoire français. Je les accompagnais, je suis pianiste. Et on fait des concerts, on travaille, on va sur scène, je les accompagne. Puis, ils, je te dirais que ce qu'on a fait dans le local, puis quand ils arrivent sur scène, il en reste le quart, le tiers peut-être, parce qu'ils sont trop occupés à essayer de garder la tête hors de l'eau, puis à se sauver, à gérer leur stress. Ils sont trop occupés avec ça. Fait que j'adresse pas la bonne affaire. Il manque quelque chose, là. Fait que je me suis mis, quand je me suis intéressé à la PNL, puis que j'ai fait le parcours de PNL, puis après ça, un parcours de coach, j'ai commencé à faire des classes avec ces gens, avec des groupes de chanteurs. J'ai fait comme, OK, voici, parce que j'ai quand même mon expérience de pianiste. Moi, j'étais pianiste soliste là, jusqu'à 30 ans. Pianiste soliste, là, comment je veux dire ça? Ça va être, je veux rester le plus simple possible, là, mais Ouais, mais tu sais, t'as de haut niveau quand même. oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que j'ai fait tous les concours, plein de concours internationaux. J'ai des prix de tous les concours au Canada, là, l'OSM, Radio-Canada. J'ai fait mes débuts à New York, à Carnegie Hall. J'ai fait des concours internationaux. Je suis allé au Tchaïkovski, à Moscou. Je suis allé, tu sais, j'en ai joué, j'en ai vécu du stress. Puis je faisais partie de ceux qui sont assez chanceux. Je Mhm. gérais ça assez bien.
Mais quand j'arrivais en finale, je capotais, les gens me disaient, ah oui, mais tu vas gagner. Puis là, je disais, non, 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 vous comprenez pas, là, je sais pas ce que je fais. Là, j'avais une certaine facilité, mais il me manquait. Oh, ouais, fait que moi, ça m'intéressait d'aller plus loin puis d'apporter ce que moi, j'aurais eu besoin, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. J'avais essayé d'aller voir des psychologues, il n'y a personne qui m'aidait. Là. Ça marchait pas. Alors que de nos jours, c'est tellement mieux. On a tellement plus d'outils. Puis même la Mhm. psychologie s'est beaucoup penchée là-dessus grâce à la psycho du sport qui là, Mhm. ils ont fait des études, ils ont développé plein d'outils, puis moi, je fais le parallèle avec ma gang, ma tribu, ma gang de musiciens, ou les artistes, ceux qui vont sur scène, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on peut utiliser, puis en même temps, comment rendre ça plus spécifique pour eux? Fait que j'ai commencé vraiment sur le tas, puis graduellement, j'ai adoré ça. J'ai fait comme, ah oui, je commence à trouver. J'incluais ce que moi, je trouvais intuitivement qui marchait, qui avait marché pour moi. J'essayais des choses. J'ai étudié, j'ai lu je sais pas combien de livres. Je suis même retourné à l'université après avoir fait mon diplôme de coach, là. Je suis retourné en psychologie, aller faire un certificat pour aller voir. Je veux plus. Je veux savoir, je veux en savoir plus, là. Et puis je dirais que c'est un sujet qui est jamais terminé. Comment ça fonctionne dans notre tête? On est au début des découvertes. Il nous reste tellement encore à faire. Fait que c'est le fun. C'est super stimulant. Puis, est-ce que tu fais souvent des ateliers aussi pour préparer des gens à ça? Parce que moi, j'ai assisté à un atelier qui était quand même assez privé, là. Oui, moi, c'est-à-dire que tu as assisté à un atelier qui était une première pour comment. Je voulais travailler avec des coachs ou des futurs coachs que ça intéresse de faire de la préparation mentale puis de la gestion de stress. Alors que depuis des années, je donne plusieurs conférences. J'appellerais ça conférences ateliers d'à peu près OK. une couple d'heures, entre 1 heure et demie puis 3 heures, selon les demandes, selon le temps que les gens ont, dans toutes sortes de milieux en lien avec la gestion de stress et la préparation mentale. Comment on fait pour se préparer? Évidemment, principalement dans les écoles de musique, les universités, les conservatoires, des écoles de musique un peu partout, mais je fais une fois de temps en temps en entreprise aussi, où est-ce que c'est pareil, l'humain, c'est l'humain, là, tu sais, c'est comme, ah oui. Puis moi, je suis quelqu'un qui est, je suis très pratico-pratique. Ce qui m'intéresse, là, il y a un étudiant qui m'avait dit pendant la pandémie, j'étais allé, on faisait en ligne, j'avais la chance de parler avec plein de jeunes, puis il y en a un qui m'avait dit, ah oui, moi j'aime beaucoup ça, ton atelier, là, ta formation ou ta conférence, là, toi tu pelles pas des nuages. Fait que j'étais parti à j'ai fait, non, effectivement, moi si je peux pas l'utiliser, là, comment on fait ça concrètement? Je fais quoi avec ça, là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comme j'ai besoin d'avoir de la prise et non pas juste ah oui, les études nous disent telle chose ou des concepts. C'est comme, OK, oh oui, ça nous dit ça. Maintenant, je fais quoi? Comment le mettre en application, puis comment bien comprendre, puis Puis, vulgariser aussi. oui, Je puis pense que rester t'es... ouvert. Rester Oui, oui, ouvert. oui. Peut-être comme ça, peut-être pas comme ça. On va le chercher ensemble, là. On va le mettre, on va collaborer là, pour essayer de jouer avec ces idées-là, là. Mhm. Ben, c'est ouais, c'est un truc qui me parle beaucoup de toi. Je trouve que tu as vraiment une belle approche pour vulgariser des concepts comme assez compliqués, mais des ramener assez pratico-pratiques. Le plus possible, mais en tout cas, c'est ça qui est le but. Mhm. Donc, toi, en tant que coach, disons en privé, est-ce que tu travailles plus avec des musiciens, des athlètes ou c'est vraiment pêle-mêle, un petit peu de tout? Non, c'est pas pêle-mêle. J'ai travaillé avec quelques athlètes, très peu, puis je OK, travaille OK. principalement avec les gens qui vont sur scène en lien avec Ouais, la préparation mentale. Mais comme je suis un coach professionnel, euh, j'ai de tout. Tu sais, j'ai du ouais. monde qui vient me voir avec autant des gens en business que monsieur, madame, tout le monde, avec des difficultés. Comme j'utilise aussi un peu l'hypnose. J'ai des gens qui viennent me voir avec certaines problématiques ou difficultés ils viennent essayer. Peut-être qu'avec l'hypnose, ça pourrait être une façon d'aller investiguer différemment ma difficulté à m'endormir, par exemple, le soir. Puis c'est comme, ben, oui, bien sûr. Fait qu'on va explorer. J'ai vraiment un public assez large. Je te dirais que Ouais. au moins la moitié, c'est en général en lien avec la gestion de stress et la préparation mentale à la performance, la moitié de mes coachings privés. Puis ça OK. inclut des musiciens, mais pas que, comme les Français disent. Euh, il y a vraiment là
il y a beaucoup de gens qui vont me dire, j'ai des présentations à faire, j'ai à parler en public, j'ai des examens qui s'en viennent, des étudiants à l'université, j'ai de tout. Mais souvent, c'est sûr que le thème récurrent, c'est celui-là. C'est, je suis déclenché, je sais pas comment faire, je vais perdre mes moyens, qu'est-ce que je peux faire? OK, oh, il y a plein de choses qu'on peut faire. On va regarder ça ensemble. OK, OK. Puis ta passion pour la programmation neurolinguistique, c'est arrivé comment dans ta vie, ça? Par hasard. OK, C'est OK. c'est arrivé par hasard parce que moi, je suis quelqu'un qui a fait, je sais pas, quand j'ai commencé, là, c'était autour des années, à la fin des années 2000, peut-être 2007, 2008 à peu près que j'ai commencé. Euh, J'avais quand même déjà au moins une quinzaine d'années de thérapie avec une couple d'approches différentes. Puis j'avais eu atteint, je te dirais, un bel équilibre avec le côté professionnel. Puis personnellement, je trouvais qu'il me manquait encore des choses, entre autres avec mon anxiété. Comme je dis Mhm. souvent aux étudiants, j'enseigne pas la gestion de stress et la préparation à la performance pour rien. On va vers quoi? Vers ce qui nous parle. Puis moi, là, c'était comme, j'étais pas pire, mais il m'en manquait. Puis j'ai un tempérament qu'on appelle un tempérament anxieux. Puis je fais comme, OK. comment on fait pour mieux gérer ça? Je gère ça 10 fois mieux qu'il y a 20 ans. Il n'y a aucune comparaison possible. Mais ça m'a pris beaucoup d'aide. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide. Puis, à un moment donné, vers ces années-là, j'ai entendu dans une entrevue d'un athlète que son coach sportif utilisait des outils de la PNL. Hein, c'est quoi ça, la PNL? Ça sort d'où? Fait que j'ai fait des recherches, je suis allé voir, j'ai fait des coachings pour moi. Puis là, je suis allé faire quelques cours pour le fun, quelques formations en me disant, ah, ben, ça va être un plus, mais c'est vraiment pour moi, là. Puis j'ai tellement aimé ça, j'ai mordu, puis j'ai continué. Puis je me suis rendu compte que la PNL pouvait mener, entre autres, au coaching. Puis là, le coaching, puis la PNL, c'est pas pareil. La PNL, pour moi, c'est devenu un des outils que j'utilise, mais j'en utilise au moins une trentaine d'autres, là. Alors, c'est comme, je me suis un petit peu éloigné de la PNL, même si je l'enseigne, parce que je trouve que c'est une porte d'entrée extraordinaire. Mais je Mhm. m'identifie pas plus que ça à la PNL. Je m'identifie beaucoup plus au coaching, à cette Ouais, ouais, ouais. approche-là qui veut, qui a à cœur de rendre la personne le plus autonome possible. Moi, j'appelle ça devenir le capitaine de son bateau. Puis ça se Mhm. collaboration. Fait que je trouve ça super stimulant et le fun pour la personne d'aider le monde à grandir, à atteindre leur objectif, à se dépasser. OK, super. Puis comment tu as découvert l'hypnose? L'hypnose est venue plus. Dans le parcours, quand on fait de la PNL, on est en contact un peu avec certains outils de l'hypnose parce que on dit que la PNL, c'est la petite fille de l'hypnose parce qu'il y a eu beaucoup de recherches au début du développement de la PNL à cause de euh, une des personnes, je dirais, qui a été modélisée, qu'on appelle là, avec la PNL, qui était Milton Erickson, qui a Mhm. révolutionné l'hypnose. Fait que j'étais au Ouais. courant un peu, mais pas plus que ça, là, ça me parlait pas plus que ça, l'hypnose. C'est à peu près au moins 4 5 ans après avoir terminé ma formation, je suis allé faire une formation d'enseignant et pour enseigner la PNL et on était obligé de faire une formation de plusieurs heures, là, d'une vingtaine d'heures en hypnose ericksonienne. Et là, j'ai mordu. Là, j'ai fait, ah, là, je comprends plus. Ah! OK, il y a une partie de moi qui nous échappe. Il y a une partie à l'intérieur de nous, là, on fait comme, il se passe quelque chose, ça vient de moi, mais je le sens pas ou j'ai pas trop. Puis il y a un moyen avec l'hypnose d'ouvrir cette espèce de canal de communication-là. C'est pas donné, parce que l'hypnose, c'est pas évident. On arrive à démontrer son efficacité, mais on peut pas démontrer comment ça marche encore. Fait que ça reste un peu nébuleux, un peu mystérieux, mais ça enlève pas le fait que il y a vraiment, il y a une clé, là. Il y a quelque chose qui peut être vraiment aidant. Fait que moi j'ai mordu là, avec l'hypnose. J'ai lu une cinquantaine, 60 livres là, sur l'hypnose. J'ai fait, oh, Ah ouais. ah bah oui, non, ça m'intéresse. Puis c'est fascinant parce que il existe toutes sortes de postures, de positions, d'explications. Ils sont tous pas d'accord entre eux autres. Puis ça m'intéresse. Ça, je fais. Ah, OK, ça veut dire c'est pas arrivé, là. C'est pas fini. C'est pas un produit fini, l'hypnose. C'est quelque chose qui est un outil à garder, à explorer
et non pas une valeur sûre de voici ce qu'on fait, je fais ça, ça va donner ça, ça va arriver là. Non, c'est une manière de s'y prendre qui va faciliter, qui va aider à aller plus loin. Fait que pour moi, ça m'inspire, ça m'aide beaucoup, puis c'est en constante évolution. Mhm. Puis, Voilà. l'hypnose a fait ses preuves un peu quand même avec les gens qui veulent arrêter de fumer. Je pense que c'est l'exemple le plus classique. La perte de poids aussi, quand même, je Oui, crois. écoute, je te dirais que c'est un peu dans, même arrêter de fumer, là, c'est un peu dans les mythes de l'hypnose avec ce qu'on connaît de Mesmer, puis l'hypnose classique. Ouais, Euh, ouais. L'hypnose classique, euh, parce que tout le monde connaît ça, ils viennent qui ont peur un peu d'utiliser de l'hypnose. Oh mon Dieu, oh, je vais-tu perdre connaissance? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais-tu faire à la poule? Qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est pas ça du tout en hypnose thérapeutique. Il se passera rien sans que tu le veuilles, là, tu sais, oh, je vais te mettre à contribution, puis tout ça. Le côté, ce qui est quand même le fun à explorer, le côté magique de l'hypnose. C'est pour ça qu'arrêter de fumer, c'est un peu plus compliqué que viens me voir en hypnose, ça fait 30 ans que tu fumes, tu vas arrêter de fumer, puis là, les gens ont un espoir ou une attente que en 50 minutes, ils vont arrêter de fumer alors qu'ils fument depuis 30 ans, puis que moi, ça va tout régler. C'est comme, hey mon Dieu, c'est pas une lobotomie, là. J'ai pas ce pouvoir-là sur vous. L'hypnose, c'est un outil pour faciliter le travail. Quand Ouais. ça marche très bien, peu importe que ce soit la perte de poids, arrêter de fumer ou d'autres enjeux que tu peux avoir, c'est parce que la personne est prête, il y a une ouverture, il y a un travail qui a déjà été fait, l'hypnose vient consolider, vient aider, ça fait quelques pas. Puis là, les gens ont des résultats merveilleux avec ça, là, tu sais. Puis c'est sûr, c'est le fun, mais c'est pas, comme je disais, là, c'est pas un mode d'emploi. Viens me voir, on va faire deux rencontres et tout va être réglé. C'est comme, non, 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 c'est toi le capitaine de ton bateau. Moi, je vais. C'est comme le coaching. Ouais, Euh, ouais. Faut que la j'ai- personne soit déterminée aussi. Aussi, il y a plusieurs éléments. La Ouais, détermination, le timing, est-ce que le fruit est prêt? ouais. Et c'est le bon moment? Puis sinon, si c'est pas le bon moment, mais ça se peut que ce soit le bon moment pour faire un pas. Puis que ça va être une étape, une bonne étape, puis après ça, ça va prendre un autre certain, ça va avoir besoin de maturer pour passer à une autre étape, avant de passer à une autre. Et c'est être ouvert à ce respect-là du processus qui va être différent de personne en personne. Et non pas le voir comme un outil magique qui va régler tout. C'est pour ça que je m'affiche pas comme hypnothérapeute, comme quelqu'un fait. Non, ça m'intéresse pas. L'hypnose est un outil parmi plusieurs que j'utilise parce que pour moi, c'est comme ça que je vois sa meilleure application. OK, OK, super. Puis, toi, pour travailler en coaching avec des athlètes ou des musiciens, c'est quoi tes outils préférés? Écoute, c'est super intéressant. Je te dirais que ça dépend beaucoup de la demande. Ouais, Je pourrais dire que je pourrais y répondre de deux manières. Quelqu'un qui vient me voir avec un enjeu en particulier, que ce soit un enjeu de concentration, que ce soit un enjeu de peur, un enjeu de stress, là. Puis souvent, c'est pour ça que les gens vont venir me voir, là. Tu sais, il y a quelque chose qui accroche. Alors, je vais avoir besoin d'aider la personne dans ce département-là. Mais je pourrais dire mon modèle de préparation à la performance, dans ma tête à moi, je garde toujours en tête que il y a des départements à explorer éventuellement. Si quelqu'un a le temps, là, quand on fait de la préparation mentale, on ne fait pas une ou deux rencontres puis c'est prêt. Une ou deux rencontres, ça peut aider complètement la personne à régler ou à avancer dans la direction d'une difficulté qu'ils ont. Une affaire bien pointue. Mais en général, les gens vont venir me voir pour se préparer à un événement qui s'en vient et ils vont avoir un peu de temps. Je vais aider avec eux à clarifier, entre autres, c'est quoi tes buts? On va aller explorer le côté des buts. On va aller explorer un peu le côté de la concentration. Comment tu gères? Comment tu te prépares dans ta tête? Là, c'est quoi les exercices que tu fais pour être capable de te ramener pour le moment? Au moment J du défi, là, tu as besoin d'être capable de peser sur le piton puis de faire comme, OK, je prends une respiration, go. Ça se prépare, ça. Puis ça se prépare, cette espèce de travail-là, moi j'appelle ça de focus, où est-ce que
Puis alors, il y a les buts qui vont être à clarifier, puis les buts autant, tu cherches quoi dans ta vie, c'est quoi les buts long terme, c'est quoi les buts court terme, puis c'est quoi les buts dans le moment présent de ta performance. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses dans la clarification des buts. Ça, c'est intéressant, Mhm. parce que les buts vont être très en lien avec la motivation. Alors qu'après ça, le côté focus ou concentration, qu'on pourrait dire, pour moi, ça, c'est un incontournable, mais assez facile à préparer. Puis le dernier, ben, c'est la gestion des peurs, la gestion des émotions, le stress. Qu'est-ce qu'on fait? Autant dans le concret de juste avant ma performance puis pendant ma performance, il y a des choses à faire. Ça, je fais beaucoup ça en premier coaching. Comment on s'y prend? 5 minutes avant ta performance, là, si dans ta tête, ça fait Ah, je ne serai pas capable, on fait quoi? On a besoin de sortir de notre tête. Là. On va se servir du corps, on va se servir de la respiration. Il y a des rituels, il y a des choses à installer. Souvent, je vais explorer ça avec les gens parce que ça leur donne une prise sur leur système. Puis ils font Ah, je ne redeviens pas calme, je ne retombe pas à zéro. Mais si j'étais à 9,5 en faisant certains exercices, je descends à 6. Oh mon Dieu, moi, je suis encore nerveux, mais je suis correct. Mais à 6, là, je peux performer. Là, je fais comme Ah, OK. Oh, j'aimerais ça être à zéro. Ouais, ben là, tu rêves en couleur. Je suis désolé si tu es nerveux. Tu as pas de raison. C'est normal que tu sois nerveux. Moi, je vais normaliser le stress. Ça fait partie de la game. Tu t'apprêtes à faire quelque chose que tu fais pas souvent. Le docteur Lupien dit toujours qu'il y a il y a quatre déclencheurs du stress qui sont connus finalement. Il n'y en a que quatre. C'est quand c'est nouveau. Oh mon Dieu, je fais quelque chose que je n'ai pas fait. C'est inattendu. Oups, ça me tombe dessus, ça me déclenche. J'ai une perception que j'ai pas le contrôle. Ben non, il y a une partie qui m'échappe là, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est normal. Puis l'autre, c'est le dernier, c'est l'ego est menacé. Mhm. Puis là, dans l'ego est menacé, c'est là qu'il y a les peurs beaucoup en lien avec qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont. On est l'ego menacé, là. Fait qu'on a besoin d'aller défaire des nœuds. Fait que je te dirais que le principal, euh, mon Dieu, le gros de mon travail, peut-être, a lieu beaucoup avec les buts puis la gestion des émotions, avec la préparation avec le stress, là. On pourrait dire stress court terme, puis le stress, dans 3 semaines, là, je vais faire quoi? D'ici 3 semaines, j'organise ça comment je peux m'y prendre. Puis on a besoin de aider la personne, on va appeler ça à changer son mindset, à changer sa façon de percevoir ce qui s'en vient. Des fois, les gens, moi, dans mon milieu, c'est beaucoup, ils vont se faire juger. Mhm. Ils n'ont pas de contrôle sur ce que les juges vont penser. Fait que là, c'est comme ça, on a besoin. Ils mettent les juges ici, là, en haut, puis eux autres, ils sont là. Alors que quand ils pratiquent, ils sont dans leur action, ils font ça bien. Puis là, ils arrivent, plus la performance arrive, plus ils font comme Oh là, il faut que j'aille me battre, je m'en vais au champ, tu sais, je m'en vais sur le champ de bataille. Je- Alors, c'est comme non, non, toi, ta job, là, c'est de continuer à faire ce que tu fais quand tu es dans ton local, là. C'est pareil. Sauf que là, il y a du monde. Ouais, mais eux autres vont me regarder. Ben, c'est bien correct. Eux autres, c'est des voyeurs. On va leur donner un autre rôle. On va regarder. Comment on pourrait les appeler? Comment... Ils sont pas là pour te détruire. Ils sont. Ah, il y a des attentes à aller défaire. Fait qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, je te dirais, moi, qui m'interpelle puis qui m'intéresse énormément. OK, OK, super ça. Puis, comment que l'hypnose, elle va aider, mettons, ou ben, je sais qu'il y a l'auto-hypnose aussi qui peut aider Bien pour sûr. un athlète avant peut-être de partir sur une ligne de départ. Oui, écoute, des exercices d'hypnose, des exercices d'auto-hypnose, dans les deux cas, vont être super aidants. Je te dirais que celui qu'on connaît le plus, là, c'est en lien avec la gestion du stress. Comment je fais pour me ramener? Bon, ben c'est là que autant l'auto-hypnose que l'hypnose va nous servir à aller investiguer les bouchons, les freins, les endroits où est-ce que de quoi tu as peur exactement? On va aller symboliser la peur. On va aller voir, là, faire un peu de place à la partie de toi qui a peur, puis il y a une partie de toi qui veut y aller, qui veut aller performer. Hein, on va aller faire de la place pour réconcilier un peu le système à l'intérieur. Ça, c'est une des façons d'utiliser l'hypnose. Le côté plus auto-hypnose, c'est
en lien qu'on pourrait dire avec la visualisation, avec la préparation et avec comment récupérer son contact avec dans notre vocabulaire, on appelle ça nos ressources. Être Ouais. branché, se rebrancher sur mes forces. C'est quoi mes forces? Comment je fais? Bon, ben, on va faire certains exercices de respiration, de concentration, puis c'est là que c'est en lien avec l'auto-hypnose. C'est qu'en faisant ces exercices-là, autant avec les images qu'avec les mots qu'on va se dire, on va développer. On peut se le faire entendre, mais on peut aussi développer une petite routine où est-ce que c'est nous qui nous parlons. Parce que dans les exercices de gestion de stress, tu sais, il y en a un bien simple là, pour les premiers répondants, ceux qui sont très, très nerveux, là, ambulanciers, soldats, pompiers, où est-ce que, dans un court laps de temps, ils ne savent pas sur quoi ils vont arriver. Ben, la meilleure façon, c'est de sortir de son pire scénario, de sortir de sa tête. Fait que dans ce temps-là, ils appellent ça 4-4-2. On inspire sur 4, on expire sur 4, puis on attend 1, 2. On recommence. Pendant qu'on fait ça, là, notre cerveau est occupé. Puis ça, c'est directement en lien avec l'auto-hypnose. Il y a un outil bien simple, un support qui est compté. Puis on peut faire ça pendant 2, 3 minutes. Puis là, tout à coup, on fait comme, oh mon Dieu, je suis beaucoup plus calme. Je suis pas comme dans mon bain, on s'entend. Mais il y a quelque chose qui est comme, ah, je suis revenu dans le moment présent de ce que Le, c'est, de ce le, qui est là. le cerveau, il s'est reconnecté au moment présent, hein? Et puis on sert du corps puis de la respiration pour se brancher. Ouais, ouais. On peut faire certains exercices en contractant, puis en se détendant, contracter, relaxer. Puis après ça, on peut travailler avec des images, on peut travailler avec des souvenirs, on peut, moi, j'aime beaucoup, j'ai tellement d'outils. Ce qui m'intéresse, c'est d'investiguer avec la personne. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu as l'impression que toi va t'aider, là, tu sais? Parce que du monde, rire, avoir du fun un peu avant, ça va faire reconnecter la personne dans son corps. Tu sais, moi, quand j'enseigne le stress, c'est sûr que je parle du système nerveux sympathique, qui est le déclencheur, le système de survie. Puis je dis toujours, il y en a un qui monte, puis le système autonome, là, il est branché, système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique. Fait que quand il y en a un qui monte, l'autre descend. Fait que ce qu'on veut, c'est que quand je suis nerveux, j'ai peur, je suis dans ma peur, le système nerveux sympathique vient de s'activer, alors que quand j'ai du fun puis je me détends, c'est le système nerveux parasympathique. Quand on joue avec le corps, la respiration, puis qu'on se reconcentre, on fait descendre un peu, on rééquilibre. Je reste un peu au-dessus, pareil. Je reste nerveux, mais j'ai enlevé le trop-plein. Fait que ça aide à venir redescendre un peu ce qui est là. Ben, quand on rit, quand on a du fun, c'est le système nerveux parasympathique. Fait que je dis aux jeunes, là, aux gens, là, allez sur YouTube, c'est quoi qui vous fait rire? C'est quoi les clips, les bloopers, les séries ou les choses qui vous font rire, puis tu regardes ça pendant une couple de minutes. Ah, tu as l'impression que tu te mets à atterrir, puis là, tu reviens ce que j'appelle dans le moment présent. Il y a quelque chose qui se dépose un peu, puis là, je peux faire face à ce qui se présente à moi. Mhm. Puis, ben, à l'atelier que j'ai assisté avec toi, tu as parlé de la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Puis, bon, j'ai appris puis je savais déjà quand même un petit peu là, que ça prend un certain équilibre entre les deux. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que c'est tellement délicat. Je ne sais pas si ça prend un certain équilibre. Je vais te dire un peu ce que je me souviens de ce que les recherches disent, puis comme, c'est quoi le positionnement en gros. Puis il y a place à la nuance quand on parle là, de ça. Ouais, Souvent, les gens qui ont déjà une petite connaissance de ça vont dire, ah oui, je connais la motivation intrinsèque, puis la motivation, il y a intérieure, puis il y a extérieure, intrinsèque, puis extrinsèque. Extrinsèque, c'est l'argent, c'est les médailles, je veux gagner. C'est une motivation qui est à l'extérieur de nous. On dit souvent, j'ai pas 100% le pouvoir là-dessus. Je suis pas responsable à 100%, c'est extérieur à moi. Alors qu'intérieur, c'est ma passion, mon plaisir que j'en retire. Là, ça, c'est super branché avec moi. Mais c'est pas aussi. Je pourrais dire c'est noir et blanc. Il y en a un qui est noir, puis il y en a l'autre qui est blanc. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Il y a plus de nuances de gris entre les deux, là. Puis c'est dans les nuances de gris que c'est le fun. C'est là il y a autre chose, là. C'est que
on a tendance à penser que le plus important dans la vie, c'est de gagner. Le plus important, c'est l'argent. Le plus important, c'est les médailles. Je vais faire ça avec mes lunettes, là. C'est pas tout à fait la meilleure. Les recherches en psychologie ont démontré que c'est pas ça c'est pas ça la meilleure source de motivation. Ce qui est quand on se branche sur, quand on se reconnecte avec pourquoi je fais ça. Là, on vient de rebrancher sur qu'est-ce que j'aime là-dedans? Qu'est-ce qui, moi, ah, initialement, mon plaisir à jouer là-dedans? Ça, on est vraiment dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Ça, c'est directement connecté avec le bien-être. C'est associé, ah mon Dieu, que c'est une source de bien-être. Juste à côté, on va aller dans une zone grise de motivation, c'est extérieur, mais c'est extérieur très, très, très aidante. On l'appelle, et mon Dieu, je me souviendrai peut-être pas du nom, mais c'est le sens qu'on donne à la motivation, le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Euh, je participe à quoi de plus grand que moi? Pourquoi je fais du ski d'un boss? Hey, le ski d'un boss, là, on est dans oh mon Dieu, je fais ça, moi, c'est pour moi. Tu sais, c'est comme, c'est quoi le sens? Mais le sport, c'est quoi pour toi? C'est tout. L'utilisation du corps, je veux. Puis quand t'en fais, là, puis que tu deviens bon, puis tu deviens connu, ça fait quoi? Ben, ça fait rayonner ce sport-là. Ça envoie quel message? On va aller creuser le sens, ce qui est, je vais envoyer un message que le sport, c'est important. Je vais envoyer, prendre soin de soi, c'est important. Il y a une motivation. Celle-là, là, elle est extraordinaire pour la performance. Fait que donner du sens puis se rebrancher sur pourquoi là, je fais ça, ça va ensemble. Et on va appeler ça une motivation autonome parce qu'elle me permet d'être vraiment le capitaine de mon bateau. C'est super le fun. Alors que les deux, la motivation extrinsèque, on peut la couper en deux. On pourrait dire qu'il y en a deux pans qui sont particulièrement, qui ont leur force et leur faiblesse. Autrement dit, ça peut être motivant, mais ça vient avec un coût. Qui est parfois, est-ce que le coût en vaut la chandelle? C'est-à-dire que si les deux pans, là, les deux côtés importants, il y en a un que j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire l'argent, les médailles. Ça, c'est le côté le plus à gauche que je dirais de mon explication. Puis juste à côté de ça, il y a le côté peut-être plus intérieur. On dit pression extérieure, l'argent, les médailles, puis pression intérieure. Plus en lien avec, on pourrait dire son ego peut-être, mais euh, la peur de me sentir coupable, avoir honte. Je veux pas avoir honte. Tu me fais honte. Pratique. Ah oui, j'ai été élevé là-dedans, moi. C'est comme, c'en est une source de motivation, on appelle ça de l'évitement. Je veux me tasser de ça. Mais ça marche à court terme, mais ça vient avec un coût. C'est pas très bon pour l'estime de soi. C'est pas très, c'est pas, il y a c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un coût à payer pour cette pression-là interne. Même le côté, je veux être fier. Déjà, c'est un peu mieux. Si je suis fier, là, ça va m'aider. Mais elle reste quand même, y aller pour gonfler son ego, il va avoir une limite. Euh, Jean-François Ménard proposait dans son livre, entre autres, moi, quelque chose que j'aimais beaucoup en disant, on a tendance à penser que, mettons que je dis motivation intrinsèque puis extrinsèque, sachant que ça serait plus juste de dire autonome ou contrôlé. C'est comme ça qu'on les appelle extrinsèques, là, les deux pans, là, intérieur puis extérieur. On va l'appeler de la motivation contrôlée, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir du contrôle sur quelque chose que j'en ai pas. Alors que l'autre, c'est vraiment autonome, là, c'est moi le capitaine de mon bateau. On a tendance à penser, bon, ben, je vais enlever complètement ma motivation extérieure. C'est pas à propos des médailles, c'est pas à propos de l'argent, c'est vraiment juste purement pour le plaisir. Puis lui disait que, puis j'aimais ça, moi, même ça, je me prive de quelque chose qui pourrait être aidant. L'ego, Mhm. là, de temps en temps, il y a un moment pour tout. Tu sais, moi, comme pianiste, j'ai jamais été bon quand je faisais, je vais leur montrer. Je vais leur montrer comment ça se joue, cette pièce-là. Je vais leur montrer comment je suis bon, comment. C'était quelque chose qui me mettait, moi, trop de pression. Mais une fois de temps en temps, parce que cette journée-là, où je sais pas trop pourquoi, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens d'un concert, entre autres, où est-ce que j'ai vu mon compétiteur
rentrer dans la salle avant que je rentre sur scène, là, puis j'ai fait comme, moi, il montrer comment ça joue. Et j'ai joué, entendu. Fait que ça peut, mais c'est court terme, c'est pas quelque chose sur lequel je capitaliserai, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner. Fait que Jean-François Ménard proposait, lui, entre autres, de dire, ce qui semble fonctionner le mieux, c'est lorsque l'intrinsèque est juste un tout petit peu plus haut que l'extrinsèque. Et non pas que qu'il y ait une grosse marche entre les deux. Non, non. Gagner, ça peut, si c'est motivant pour toi, là, on le garde. Mais si c'est gagner, puis mon plaisir disparaît, ça, là, ça fait un trou après. Puis là, c'est là que les athlètes font, j'ai gagné, je suis supposé être heureux, je ne le suis pas, dépression. J'ai pas gagné, c'est la fin de ma vie, dépression. Il y a un trou, là, parce que ça est pas assez à la même hauteur ou, idéalement, un peu plus haut. Ça fait que c'est pour ça que je participe à quoi de plus grand que moi? C'est quoi le chemin où je m'en vais? J'ai travaillé pendant une couple d'années avec une athlète paralympique qui était vice-championne du monde, là, qui était vraiment très bonne, puis une fille brillante. Puis elle me disait, elle, ce qui marchait le mieux, là, les compétitions, sa vie, son but, c'est d'aller au maximum de son potentiel. C'est ça qu'elle veut. Puis les compétitions, là, si je m'arrête à chaque compétition puis que je fais, faut que j'aille les bons, faut que j'accumule les points pour aller aux Olympiques, puis là, faut que je... Là, ça arrête mon élan. Alors que chaque compétition, pour elle, c'est un point sur la ligne. C'est un point sur la ligne, puis ma ligne, c'est moi qui se développe au maximum de mon potentiel. Faites comme, oh mon Dieu, qu'elle est brillante. C'est extraordinaire. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, là, dans comment je me positionne, comment on joue dans notre perception pour euh, capitaliser sur notre motivation. Puis idéalement, on appelle ça la qualité de notre motivation pour qu'elle soit d'une meilleure qualité et non pas être le plus motivé. Parce que je peux être très motivé par l'extérieur, court terme. Ah oui, mais je suis bien plus motivé quand j'ai peur. Moi, mais tu es plus motivé, mais tu le payes cher aussi. Puis ça dure pas. Puis c'est comme, c'est pas à long terme, là, c'est pas le meilleur chemin. C'est un peu, je fais un lien des fois, puis si je parle trop, tu m'arrêtes, là, puis tu me poses Mais une non, question. c'est parfait. OK. Avec, je vise la perfection, parce que moi, je viens d'un milieu de musique classique où est-ce que faut que tout soit parfait. Tu n'as pas le droit d'accrocher une note, t'as pas de- tu sais, c'est comme, on est dans un cadre tellement rigide versus viser l'excellence. En Mhm. psychologie, il y a des études qui ont été poussées là-dessus parce qu'ils ont fait comme, ça marche pas, la perfection, ça marche, ça veut dire que ça marche pas. On veut ça, puis là, tout à coup, ça nous stresse. Puis ils ont démontré que quand on vise la perfection, ça brime le plaisir, ça brime la motivation intrinsèque, là. Ça en enlève beaucoup parce que tout à coup, je suis beaucoup plus dans la pression, autant interne que externe. Et mon Dieu, que c'est pas évident. Et je performe moins bien que quand je vise l'excellence. Les gens ont peur de ça parce qu'ils font. J'en avais un la semaine passée là, qui me dit ouais, mais c'est parce que si je m'enlève de la pression, là, je vais être médiocre. Puis là, tu vois-tu que c'est noir ou blanc? Mhm. En enlevant. Puis là, il a fallu qu'on jase, on met des mots sur ce qui est là, là. Attends un peu, là. Est-ce que tu vas vraiment devenir médiocre? T'as performé comment la dernière fois? Ah, c'est vraiment pas mal. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai enlevé de la pression, je l'ai essayé, j'ai enlevé de la pression, ça a marché, mais d'un coup que ça tient pas, tu sais, ou d'un coup, on a peur d'y croire que j'ai arrêté de me demander la lune. Puis je suis allé avec, non, non, je veux faire le mieux que je peux, je veux donner le maximum, et changer les formulations, mais y croire. J'ai besoin d'y croire, parce qu'on peut pas juste le dire pour le dire. Fait que c'est à force de jouer dans notre tête avec ces éléments-là, pour ramener un peu une vision qui est être dans l'excellence, là, c'est vraiment, là, ça a quelque chose de d'enivrant, puis en même temps, ça se peut, je récupère un peu mon côté humain. Je suis humain. Puis humain, ça veut dire que j'y arriverai peut-être pas du premier coup, mais je m'en vais à bonne place, par exemple. Alors que perfection, ça devient, si je ne l'ai pas, là, je suis une merde. Je suis rien. J'ai fait une affaire de pas correct, c'est fini. Tu fais comme, ouais, ça. Puis là, comment tu te sens? Ah, là, j'ai plus envie de pratiquer, j'ai plus envie d'avancer, j'ai plus envie d'aller faire ce que je. Bon, ben, tu vois-tu, c'est ça le coût à payer, là, que je trouve qu'on n'est pas à bonne place. On n'est pas à bonne place dans notre but, la manière de clarifier notre but, puis dans notre motivation. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné à la bonne place. Donc, le titre de ton premier livre, c'est sûrement pas un hasard, La zone d'excellence.
Oui. Atteindre ta zone d'excellence. Tu as tout à fait raison que c'est comme, pour moi, c'était important. Je m'inspirais beaucoup de la notion de flow quand on est dans le flow, là, puis je parle beaucoup de ça, qui est un peu quelque chose pour nous inspirer, mais qui n'est pas une obligation non plus. La notion de flow, là, quand on est dans le flow, on a l'impression qu'on est dans un moment de grâce. Ou est-ce que c'est comme, on est béni des dieux, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai l'impression que je peux tout faire, que c'est extraordinaire. Puis c'est quand même intéressant, la notion de flow. Il y en a et mon Dieu, comment ça s'appelle? Le Génome Projet aux États-Unis, depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, ils ont beaucoup investigué ça. Ils ont poussé les recherches sur le flow. Et c'est super intéressant de voir, eux décortiquer, ils proposaient qu'il y avait comme trois ou quatre étapes à la notion de flow. Puis la première étape, c'est le chaos. C'est le fait qu'on est dans ça va-tu marcher? Ah, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? Ça, c'est normal. Normaliser, déjà, ça permet de faire ah, c'est normal. Au lieu de faire oh mon Dieu, c'est le chaos. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Ça va mal aller. C'est comme, non, non, c'est normal. Ah, ben OK, bon, ben, c'est le chaos. Ça enlève pas tout, mais ça me permet de me calmer un peu. Ça, c'est génial. Puis là, il y a un moment, il y a une étape qui est moi, j'appelle ça le sas d'entrée du sous-marin. Là. Tu sais, pour aller dans l'eau, là, il y a un endroit où est-ce qu'on va faire, il y a une transition à faire. Eux, ils appellent ça la relaxation. Il y a un moment où est-ce qu'on arrête, où est-ce qu'on lâche, où est-ce qu'on fait comme, OK, go. Là, j'y vais. Ça, c'est. Puis là, j'entre. Puis là, ça peut donner accès à ma zone de flow, où est-ce que je suis dans le flow. Puis après, il y a une zone de récupération qui n'est pas sous-estimée parce que les athlètes casse-cou là, qui font des choses extrêmes, là, les sports extrêmes, ça se fait, c'est super le fun, mais tu peux pas en enchaîner 5, 6 en ligne. Là, tu sais, il y a ton corps, ton, le le glucose que ton cerveau utilise pour rester concentré, pour avancer, il y a une limite. Tu as besoin d'accepter qu'à un moment donné, oh, il y a un down, là, il y a un vide, il y a un trou, c'est normal. Fait que ça fait partie des étapes du flow. Ça, c'est super. Moi ça m'inspire, ça m'inspire à toutes sortes de niveaux. Là, puis là, je regarde ça avec quelqu'un. OK, toi, ça te dit quoi? Sur quoi on travaille? Qu'est-ce qui te parle là-dedans? OK, super. Puis il y a un truc que je voulais revenir aussi sur la motivation. Est-ce qu'il y a des gens, là, il y a des types de personnalités qui ont besoin plus d'intrinsèques forts que d'extrinsèques forts ou l'inverse? Ah, ça, c'est intéressant. J'y ai jamais pensé comme ça. Tu vois, super intéressant. Je sais pas. Moi, j'y vais beaucoup c'est sûr que j'ai un modèle. Je sais ce qui marche en général en gros, avec à peu près tout le monde. Mais il y a personne qui est pareil. Fait que c'est Mhm. sûr que j'ai tendance à offrir puis à laisser venir après ça. Fait que la personne, elle va elle-même tester, essayer des choses qui fait que comme on pourrait dire que c'est sûr que quelqu'un qui a un tempérament plus, on dirait, narcissique, mais c'est délicat ces mots-là. Quand on dit narcissique, les gens pensent à un pervers narcissique, puis là on fait comme ça, il n'y a rien à faire, là, c'est terrible, c'est des gros égos, c'est comme, ouais, mais il y a quelque chose avec un égoïsme sain être capable de prendre soin de soi, c'est pas pareil que d'être narcissique. C'est dans la même catégorie, là, c'est dans la même énergie. Il y a quelque chose de semblable, mais c'est pas pareil. Il y en a un qui s'est fermé, puis il y en a un qui c'est vraiment beaucoup plus, moi je pourrais dire peut-être plus rond par rapport à soi. Quand on est un performeur, que ce soit un athlète ou que ce soit un artiste, il y a ça, là, on a besoin d'être capable de se ramasser puis de faire ça. Fait que la notion de qui je suis a besoin d'être assez solide. Puis là, ça va être un peu paradoxal, c'est que comme ma vision de moi, mon identité, qui je suis, a besoin d'être assez fort pour que quand j'arrive pour performer, je fais confiance à plus grand que moi, puis je la laisse aller. Pour être capable de faire confiance à ça, j'ai besoin dans la vie d'être solide. Fait que si souvent on va dire, ouais, certains athlètes sont bien, bien bons, puis c'est, hey, mon Dieu, que c'est des narcissiques. Oui, mais il y a un côté narcissique, il y a un côté égoïste qui est nécessaire chez le performeur, mais après ça, on l'équilibre avec tes valeurs. C'est pas pour rien que les psychologues sportifs vont commencer souvent à travailler avec les athlètes de très haut niveau en leur demandant, on va travailler sur t'es qui?
Puis si la personne, puis ce qu'ils vont faire, c'est que si tu es identifié à ton sport, là, moi, là, je suis un plongeur. Moi, je suis un joueur de basketball. Je sais, non, 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 non. Toi, là, t'es toi et tu as une passion pour le basketball. On va séparer les deux pour renforcer le moi, Puis ça, c'est ton activité. Puis déjà, là, ça va créer un espace dans lequel tu vas pouvoir être beaucoup plus performant. Puis quand tu vas là, tu y vas parce que tu tripes, parce que... Mais si ton identité est fusionnée avec l'action que tu fais, là, ta motivation extrinsèque et tout à coup est complètement tirée vers la pression intérieure que je parlais tantôt. Faut pas que j'aie honte, faut pas que je sois coupable, faut que je sois fier, parce qu'il y a quelque chose qui est trop identifié à mon résultat. Mon résultat en tant qu'athlète, mon résultat en tant que performeur, on a besoin de séparer ça, là. Non, non, tu as une passion pour ça. Puis là, tout à coup, c'est comme, ah, ben c'est cool, moi j'aime ça, je fais ça. C'est ça que je fais, puis je le fais là, avec mon 100%, mon 110% si tu veux, mais je suis pas que ça. Ils ont démontré en psychologie, ce qui est fascinant, que ceux qui performent le mieux, c'est ceux qui ne sont pas juste une chose, mais qui sont capables d'être qui sont identifiés à plus qu'une chose en psychosocial. C'est super intéressant, ces recherches-là, de voir. Ah! Ça veut dire, ça fait un peu peur, parce qu'on a l'impression que c'est un paradoxe. Oh, si je mets tous mes œufs dans le même panier, je vais être bien mieux. C'est comme, non. Qui t'es comme personne, comme amoureux, amoureuse, qu'est-ce que tu as comme vie familiale, qu'est-ce que tu as comme valeur, si ça est construit parallèlement avec... Puis c'est dur parce qu'on passe, tu sais, nous les musiciens classiques, là, on peut pratiquer, quand on est aux études, là, facilement 4, 5, 6 heures par jour. Puis les athlètes, c'est pareil. Tout est organisé autour de ça. Oui, mais t'es plus que tu passes plus que 6 heures éveillé dans la. Puis c'est important que que tu développes plus que juste ce que tu fais, parce que ça va te rendre meilleur dans ce que tu fais, dans ton sport. Ça va être complémentaire au final. Oui, ben ça veut dire que cet espace-là va être tout à coup très sain, puis tu vas pouvoir te donner encore plus, parce que ta vie en dépend pas. Ouais, 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 ouais. Tu sais, quand un artiste vient me voir et qui fait il faut que je gagne l'audition, là, ma carrière en dépend, c'est comme t'es tellement pas à bonne place. Ça, Mhm, c'est sûr que la pression va être immense, puis parce que là, tu es complètement dans la motivation extrinsèque, là. Tu es dans le résultat. Il faut, et non pas je veux. C'est clair que je veux. mhm, C'est cette vie-là que je veux choisir, mais oui, mais c'est en te mettant de l'espace vers l'excellence et non pas vers la perfection. Il n'y a pas juste faire confiance et accepter que hey, je veux, c'est important pour moi, j'ai à cœur, je veux y aller, mais en même temps, j'ai pas le pouvoir sur le résultat, fait que je vais faire tout ce que je peux, puis je fais confiance au reste. mhm. Super. Puis comment tu départages ça, toi, la motivation puis la discipline? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas ça que je comprends la OK. question. Ouais, ben je vais spécifier un peu plus, en fait, Vas-y, là. vas-y, vas-y. C'est que qu'on parle d'un musicien, qu'on parle d'un athlète, ou ça peut être vraiment autre chose, là. Mhm. euh, Qu'est-ce que tu penses qui est le plus important entre la motivation saine ou d'être discipliné ouais, d'avoir de l'autodiscipline, en fait? C'est super intéressant, c'est-à-dire que c'est indissociable. Tu as raison, tu sais, dans le sens que pour moi, c'est la même chose. Puis je vais faire un lien avec ce que j'ai dit un peu plus tôt, là. Quelqu'un OK. qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est capable de donner du sens aux actions qui sont plates, aux actions qui sont moins le fun à faire. Mais si je les fais, je vais grandir. Puis là, Ouais. euh, moi, dans mon milieu, je suis habitué à ça parce qu'en musique classique, là, pour être un bon pianiste, ça prend au moins entre 15 et 20 ans d'études. Pour être un bon violoniste, ça prend au moins 15 ans, entre 15 et 20. As-tu idée que c'est pas de semaine en semaine que tu vois le progrès? C'est du long terme, là. Mhm. Besoin de garder la concentration sur très longtemps, puis de garder la motivation. Ben pour ça, ça me prend de la discipline. Mais la discipline, j'ai la discipline parce que moi, j'ai toujours été. Les gens disaient, ah oui, mais toi, tu es tellement discipliné. Moi, je trouve pas que je suis discipliné. Moi, je sais que je sais pourquoi je fais les choses, par exemple. Mhm. C'est le sens qu'on donne, hein? Non, non, ça, c'est important. L'exemple niaiseux, là, c'est se brosser les dents. Alors, se brosser les dents, il n'y a personne qui trippe, qu'on fait, oh, c'est le
fun. Moi, j'adore ça. C'est comme le goût de la menthe. C'est tellement. Yeah. Tu sais, c'est comme. Puis moi, c'est rien, ça me fait quasiment un mal de cœur. Là. Je peux pas avaler du dentifrice. Là. C'est dégueulasse ce que ça me fait. Est-ce que je me brosse les dents tous les jours? Oui, deux, trois fois par jour, pareil. Tu sais, c'est comme. Pourquoi? Ben, parce que j'ai appris que j'haïs aller chez le dentiste, parce que la meilleure chose que je peux faire, le sens que je donne à ça, puis j'ai trouvé une façon de l'occuper, de le faire, qui, pour moi, ça passe comme du beurre dans le poêle, mais le sens que j'y donne, il est très clair, puis c'est ça qui me permet d'avancer. Bon, ben, avoir de la discipline, c'est être capable de donner du sens aux actions que j'ai à faire, puis il y en a qui me plaisent, puis il y en a qui me plaisent moins, mais celles qui me plaisent moins, là, c'est celles-là qu'il faut que je sois capable de rallier à mon but final que c'est à nous autres, là, faire des gammes et des arpèges, là, c'est plate. C'est pas Mhm. ce qu'on aime faire. Mais il y a quelque chose avec. OK, chez les jeunes, ce que je fais, c'est quand je veux les aider, on fait la technique des petits pas. Si j'aime Mhm. pas quelque chose, on va le faire un petit peu souvent. On va le faire un petit peu juste avant quelque chose que j'aime. Pas après. Après, tu le feras pas. Avant. Fait que c'est pour ça qu'on fait quelques exercices techniques avant de jouer les tunes. Les athlètes, là, quand ils ont des choses qu'ils ont besoin de faire, s'ils ne sont pas motivés à aller au gym et ils aiment juste faire leur sport, ben, il y a quelque chose avec, OK, mais je m'en demande peut-être trop quand je vais au gym. On va en faire moins longtemps, beaucoup moins longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais faire? On pourrait peut-être le couper même en deux, trois fois. Deux, trois fois 5, 10 minutes. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile à avaler? Tu sais? Mhm. C'est comme manger les choux de Bruxelles quand on est un enfant. J'haïs les choux de Bruxelles. J'ai un ami qui avait dit à sa mère à un moment donné, oui, mais toi, tu vas mourir, maman. Moi, je vais mourir un jour. Pourquoi je mangerais des choux de Bruxelles? Ma chum a fait, hey, lui, je le sors de ce garderie-là. Là. Il reste pas là, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mais il y a quelque chose de le sens que je donne à manger des choux de Bruxelles. Bon, ben, il y avait besoin d'être recadré sur. Moi, j'aurais dit tout simplement, tu sais quoi? C'est vrai. Un jour, je vais mourir, un jour, tu vas mourir, mais avant qu'on meure, si je veux avoir du fun puis profiter le plus, j'ai besoin d'être en santé. Sais-tu comment est-ce qu'on fait pour être en santé? C'est pas en mangeant des frites puis des hamburgers. C'est en mangeant régulièrement. On peut en manger, mais juste de temps en temps, on va manger des choux de Bruxelles. Puis ça va aider. On n'en mange pas tous les jours, mais on a besoin d'équilibrer ça. Fait que tu vois-tu que je suis en train d'essayer hmm, d'équilibrer là, une façon de voir pour redonner du sens, puis aller toucher à qu'est-ce qu'il aime cet enfant-là, là? Ah, puis l'attirer à donner du sens, l'ouvrir à comprendre. Parce que quand on comprend pourquoi on fait les choses, ben là, tout à coup, il y a de quoi qui se met en place. Mhm. Super intéressant parce que moi, mettons, si on parle de sport, je me rends Ouais. compte que renforcement musculaire, c'est pas quelque chose que je fais assez souvent. Mais quand j'écoute de la musique, ben là, je me rends compte que j'ai trouvé quelque chose qui Ça m'aide aide à. à faire passer le temps, tu l'accompagnes de quelque chose. Ben, c'est des stratégies qu'on appelle, c'est génial. Puis Ouais. comment tu pourrais le faire? Tu sais, puis des fois, on a besoin de variété, des fois, on a besoin d'inspiration, des fois, on a besoin de. Il y a tellement de possibilités. Il y en a qui vont regarder des vidéos de quelqu'un, puis ils vont faire comme ah oui, c'est ça, quelqu'un qui fait ce que moi, j'aimerais arriver à faire, puis de le regarder souvent. Oh mon Dieu, ça me motive, ça. C'est trouver qu'est-ce qui nous parle. Tu sais, moi, j'ai travaillé à un moment donné beaucoup avec des bodybuilders et c'était fascinant de voir que on a besoin de changer l'association entre forcer, avoir mal, oh, c'est pas bon. Ah non, c'est je force, j'ai mal, waouh, ça va marcher. Là, on fait comme, oh mon Dieu, j'ai créé un monstre. Tu sais, oui, mais en même temps, c'est la fonction du muscle, comment il se développe et comment ça, ben, c'est le même que ça marche. Tu sais, comment on peut arriver à associer, différencier ce qui fait mal, qui est pas correct, puis ce qui fait mal, ça grandit. Ah, mon Dieu, ça veut dire qu'il faudra que je sois à l'écoute. Ouais, ça va être super important parce que ça va être la différence entre une blessure puis aller plus loin dans ce que c'est que tu veux aller. Mais il y a quand même un réalignement du sens que je donne à l'état intérieur qui est, oh mon Dieu, il y avait un de mes amis qui haïssait, lui, oh non, je peux pas aller au gym, je vais avoir chaud. Il aimait pas suer. Je fais comme, ben là, tu peux pas. OK, ça veut dire que le sens qui est donné à suer est associé à,
Ah, j'aime pas ça. Bon, ben, à cette époque-là, je connaissais pas tout ce que je connais. Là, puis j'étais juste parti à rire. Puis j'ai fait comme, non, mais quelle tarte. Tu sais, c'est comme, au contraire, quand on va au gym, on a de l'énergie. Moi, j'aime ça, j'ai chaud, oui, mais quand je sors de là, je fais comme, bah, moi, je suis quelqu'un qui a de l'énergie puis qui aime avoir de l'énergie, mais j'ai de l'énergie parce que j'en dépense. J'ai pas d'énergie parce que je reste sur mon divan toute la journée à faire le pacha. C'est comme, ben non, oui, ça marche pas, là. Ça va ensemble, là, cette affaire-là. Là. C'est la poule puis l'œuf. Mhm. Super, ça. Puis, tu as parlé d'état de flow tantôt. Puis ça, l'état de flow, c'est quand on est vraiment aligné. Tu parles beaucoup, tu as parlé beaucoup du sens récemment, là. Fait que, sais-tu quand on est en ligne avec quelque chose qui fait beaucoup de sens pour nous, que ça C'est-à-dire, l'arrive? Ouais. c'est, c'est-à-dire que quand est-ce que ça arrive, on ne le sait pas trop, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça va arriver, mais on a du contrôle sur mettre la table pour que ça arrive. OK. Puis mettre la table pour que ça arrive, il y a des choses qu'on sait, il y a des critères ou il y a des, on associe certains critères à ça, c'est-à-dire euh, on parle d'avoir un but clair avec un feedback auto qui nous permet de nous ajuster automatiquement. Autrement dit, tu as un geste que tu fais et tu sais qu'il est à bonne place, puis s'il n'est pas tout à fait à bonne place, tu peux le réajuster. Et ça fait partie de les conditions pour atteindre le flow. Si c'est pas clair ou je serais jamais capable d'être dans le flow là, parce qu'il y a de quoi qui est pas focusé. Fait que c'est pour ça que je disais que la clarification des buts, pour moi, c'est important. Il y a de quoi dans le moment présent qui va me permettre j'ai besoin de sortir, tout ce qui est ma liste d'épicerie, ce que je vais faire demain, ce que j'ai fait hier, je peux pas être là-dedans et être dans le flow. Alors, il y a le côté, on va l'appeler, mettons, les buts tantôt clairs, puis le feedback autocorrecteur. Puis il y a le côté aussi, mettons qu'on l'appellerait le moment présent. Puis le temps, ma relation avec le temps, là, je suis totalement dans le moment présent. Puis l'autre, c'est être tellement captivé, intéressé par ce que je fais, que je perds de vue qui je suis. C'est moins important c'est plus important ce que je fais que qui je suis. On appelle ça, on dit que les frontières du moi deviennent poreuses. C'est un beau mot là, pour dire que je fais un avec ce que je suis en train de faire. Mais pour ça, ça sous-entend que je tripe à faire l'activité. Je ne peux pas être dans le flow si je ne suis pas dans cette activité-là par motivation intrinsèque. Ça sera impossible. Je peux être bon, je peux être très bon, Mhm. mais j'arriverai pas dans le flow parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Parce que un des prérequis pour être dans le flow, c'est que cette opération-là, elle a besoin de parler profondément de ce qui me touche moi personnellement. Puis pour ça, des fois, on travaille tellement à développer toutes les habiletés qu'on a besoin pour arriver à être meilleur, qu'on perd cette connexion-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'être capable de la recontacter. Puis c'est celle-là qui va venir aider avec les autres points que j'ai nommés pour me permettre d'ouvrir la porte à ce qu'on appelle l'état de flow. OK, OK. Fait que ça prend quelque chose qui nous passionne à la base, sinon c'est pas quelque... Oui. sinon ça pourra pas arriver. Oui, puis c'est pour ça qu'ils disent que l'état de flow, il peut être autant quand je fais du tricot que quand je fais de la cuisine, que je joue aux échecs, que je fais du sport ou que je fasse de la musique. Ça peut être dans n'importe quelle activité, mais il faut que Mhm. ça me fasse triper. Sinon, ça sera pas. Tu peux bien faire quelque chose, mais ça ne sera pas le même état de grâce, la même possibilité d'atteindre l'état de grâce. Parce que le but, c'est pas nécessairement d'être dans le flow comme de grandir, parce que je suis pas toujours dans le flow, là. Tu sais, c'est comme, ben non, je suis obligé de donner du sens à des activités que j'aime moins, là. Je tripe moins, là. Je suis pas dans l'intrinsèque, mais je sais que ça me permet, quand j'arrive pour faire mon activité, d'y aller plus. Fait que je fais comme, bon, ben, OK, je vais le payer le prix à ce moment-là pour y aller. OK, OK. Puis toi, avec tes yeux d'aujourd'hui, là, si tu regardes l'ancien Claude dans sa carrière de pianiste, est-ce que tu étais dans les états de flow souvent? Ah! C'est-à-dire que j'ai eu la chance de connaître c'est quoi un état de flow Mhm. en tant que pianiste, quand j'étais jeune pianiste, là. Puis il y a OK. eu un moment, euh, ce que j'appelle, moi, l'état de flow, un moment de grâce, là, il y a des étincelles de ça de temps en temps.
Puis il y a des moments qui sont marquants. Il y a un concours que j'ai fait un jour. J'avais 21, 22 ans, peut-être 22, je pense. Et je jouais un répertoire que je connaissais à l'envers à l'endroit, que j'avais déjà joué, que je savais que je pouvais très bien jouer, que j'étais, tu sais, j'étais en pleine possession, autrement dit, de mes moyens. J'avais fait d'autres concours avant, j'en avais d'autres qui s'en venaient. Fait que pour moi, c'était comme, j'en ai un parmi d'autres. Je suis arrivé là, puis je jouais super bien, ça allait bien, mais dans une pièce, il y a eu un moment où est-ce que ça a fait comme j'ai l'impression que j'ai, c'est le ciel s'ouvre, le temps s'arrête. Il y a quelque chose là qui s'est passé, qui était extraordinaire. Puis je fais, oh mon Dieu, ça c'est pas courant là. Qu'est-ce qui se passe là? Puis ça a été un moment extraordinaire. Puis c'est fascinant parce que c'est un concours où est-ce que pour la petite histoire de l'affaire, j'ai eu le deuxième prix du concours et ça m'a rien fait. Puis j'ai fait comme, c'est-tu drôle que ça me dérange pas? Parce que moi, là, ça. Puis la raison, je l'ai su après, pourquoi j'ai eu le deuxième prix, il y avait quelqu'un sur le jury qui voulait absolument que l'autre gagne et il m'a mis la note la plus basse qu'il pouvait me mettre, 60, puis il a mis 98 à l'autre. Puis même à ça, je suis arrivé deuxième. Donc, tous les autres membres du jury étaient furieux parce que j'étais supposé gagner. Puis moi, je m'en suis foutu parce que hey, moi, cette performance-là, là, je l'oublierai jamais. C'est pas le prix qui compte. Puis de toute façon, ils ont changé, c'est étonnamment, tu sais, c'est cette année-là qu'ils ont changé les règles pour comment juger ce concours-là, comment mettre des notes ou comment ils ont tout changé ça l'année d'après à cause de ça. Puis j'ai fait, moi, j'ai su ça par après. Tu sais. Puis je fais comme, c'est-tu drôle? La notion de flow, là, c'est pour ça. Être en connexion avec quelque chose de plus grand que nous, là, c'est comme toucher le ciel. Puis ça dure pas 20 minutes, là. Ça a duré, j'étais in and out souvent, puis il y a un moment où est-ce que ça a duré comme un bon 3 4 minutes. Puis ça, c'était incroyable. Je peux pas dire que c'était beau, parce qu'en même temps, c'est très insécurisant, c'est comme si c'est pas moi qui joue. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui joue. Tu fais comme, hey, ça c'est weird, c'est vraiment, mais je sais que c'est hot, là, ce qui se passe. Mais je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop quoi. T'es comme sur un fil de fer, mais tu flottes au-dessus du fil de fer. C'est vraiment étrange. C'est super le fun. Mais en même temps, c'est pour ça que je te dis que c'est mystérieux. OK, OK. Puis, est-ce que tu en as d'autres présentement dans ta vie aussi, comme, mettons, enseignement ou autre chose? Ça t'arrive ça encore aussi dans d'autres sphères de ta vie? Oui, mais évidemment, d'une autre manière. C'est-à-dire que Ouais, ouais. c'est pas le côté aussi fil de fer, sur un fil de fer où est-ce que tu peux tomber dans un précipice. C'est plus un côté connexion aux autres de manière tellement totale que c'est dans le plaisir. C'est vraiment des états, des moments de flow. Mais ça dure pas des heures. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Ça va durer quelques minutes. C'est dans l'échange, dans la façon de se connecter, dans tout cool, les mêmes caractéristiques sont là. Mais il y a un côté qui est pas dans quand tu es en train de jouer devant des milliers de personnes, puis que tu sais que tu es comme que tu fais confiance puis que tu laisses aller, il y a un élément que hey, je peux vraiment me casser la gueule. Je peux vraiment me planter. Alors que quand Mhm. j'enseigne, je suis désolé, je peux pas me planter. C'est comme je peux juste partir à rire puis faire comme moi, ouais, ça c'est pas bon, là, ça, on va aller ailleurs et on va. Tu sais, c'est pas. J'enseigne pas à des milliers de personnes en même temps, puis je suis pas aussi menacé de la même manière, là, tu sais. Mais oui, je vis ces moments-là de connexion à plus grand que moi, de flow, mais d'une autre manière, puis peut-être un petit peu moins intense que quand je suis de mes expériences sur scène, là, qui étaient merveilleuses. OK, OK. Super, ça. Puis, écoute, t'es quelqu'un que je trouve là, qui est vraiment chargé de bonheur. T'es tout le temps souriant. Puis, c'est quoi pour toi? Y a-t-il une recette du bonheur pour toi ou c'est quelque chose qui est quand même assez naturel? C'est pas sûr que je sais pas comment répondre à ça. Ça me gêne un peu, là. Euh, Parce que publiquement, oui. En privé, moins. Euh, Tu sais, si je suis 100% transparent, là, dans ma vie de tous les jours, quand moi je suis seul, j'ai mes moments comme tout le monde.
de haut, de bas, de solitude, de tristesse. Je suis quelqu'un qui a eu des épisodes dépressifs dans sa vie profond. J'ai déjà pris de la médication pour me remonter pendant quelques années. Tu sais, j'ai eu des traumas effrayants de ma jeunesse. Tu sais, des zones qu'un jour je parlerai peut-être, qu'un jour j'écrirai peut-être un livre là-dessus. Là, tu sais, des choses effrayantes, là. Fait que le sombre, je connais ça. Le profond sombre, je connais ça. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai tant d'énergie et tant de lumière aussi, parce que non, non, la vie, c'est ça. Ça peut être ça, ça peut être ça. Puis tant que je peux choisir ça, ou tant que c'est en harmonie avec moi, là, je vais là. Je vais dans le plaisir. Je vais dans le avoir de l'énergie parce que je suis bien. C'est là qu'on est le mieux. C'est là qu'on est. Mais je ne veux pas donner l'impression que c'est toujours comme ça, que je suis comme... Non, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Je suis quelqu'un de plutôt, même, je m'identifie comme chanceux. Euh, mais... t'es- t'es- C'est une bonne question. mais mettons que tu me dis si tu me demandes, y a-t-il des choses dont tu ne veux pas parler, c'est comme mes zones d'ombre, là, je ne suis pas sûr que vous êtes prêts à entendre parler de ça, là. Puis il y en a. Fait que on va tempérer un peu mon optimisme, là, tu sais, qui est. Mais sinon, par curiosité, est-ce que d'avoir vécu ça, ça fait de toi un meilleur coach, un meilleur enseignant, puis Ah, ben peut-être. Peut-être parce que les gens peuvent m'arriver avec des états d'âme profonds, durs, aucun problème, là. Tu sais, ça me jette pas à terre. mhm. C'est comme- malheureusement, là, c'est comme oh, j'ai plutôt beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, puis je fais comme OK, écoute, on va prendre ça une chose à la fois. On recommence. Puis je reste super calme. Quand j'étais ado, moi, je faisais beaucoup de natation, puis je suis devenu lifeguard pendant quelques années. Et c'est pareil. C'est comme devant l'urgence, devant, là, on fait comme, il y a de quoi qui se dépose, puis fait comme, ça, c'est les vraies affaires. La vie, là, c'est aussi ça. Puis c'est normal. Mais on y va. Fait que ce que ça fait de moi un meilleur prof, je sais pas. En tout cas, j'ai tendance, moi, à penser que je suis peut-être plus réceptif ou ouvert à ces zones-là plutôt que d'être oh mon Dieu, c'est épouvantable, ce qui est en train de parler, c'est terrible, ce qui est arrivé, c'est comme non, 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 c'est comme non, non, oui, effectivement, oui, c'est terrible ce qui t'est arrivé, mais je reste là, là. Tu sais, c'est comme on accueille ça. OK. OK, super. Puis on a parlé plus de ton premier livre, mais ton deuxième livre en anglais, là, ça s'appelle comment déjà? C'est une bonne question, là. Je suis tellement tu m'as eu avec ma zone d'ombre, là, tu sais, qui est comme, et monsieur, toi que ça m'a. Alors, attends un peu, là, je vais te. Performance Handbook, comment ça s'appelle? Performance Handbook for Music, The Performance Handbook, ça s'appelle. OK. Il s'est marqué for musicians, singers and performers. Fait que, mais je te dirais que c'est sûr qu'il est directement inspiré, là, c'est écrit spécial, beaucoup d'exemples de musique, de musiciens classiques. Moi, je travaille avec les chanteurs d'opéra. Fait que c'est un monde. Si ça vous parle, il y en a qui font l'analogie. Tu sais, nous, les musiciens, on est habitués de lire des livres sur le tennis, sur les athlètes, on n'a aucun problème à lire ça puis à faire comme, ah oui, je fais le lien. Bon, ben, il y a plein d'athlètes qui font, ah, moi, ça m'intéresse, ça me parle. Le côté performance des chanteurs, le côté performance d'aller sur scène, c'est comme tellement pareil avant que je fasse de la gymnastique ou avant que je fasse un plongeon ou avant que. Ben oui, il y a tellement de choses en commun. Fait que si ça vous intéresse, effectivement, celui en anglais a été écrit, il est sorti pendant la pandémie, là, 2021. Et il est suite à mes études en psycho à l'université, mon certificat en psycho. Puis à cause de ça, il y a beaucoup d'exemples de des études, des exemples d'études là, qui sont le fun, là, tu sais, de le mettre ça en comparaison avec les différents concepts. Et il est très livre de recettes. En lien avec le stress, on fait quoi? Avec la concentration, on fait quoi? Comment se préparer les buts? Tous mes exercices sont là, dans la version anglaise, de manière plus ma Bible ou mon livre de recettes, là, c'est celui qui est en anglais. L'autre qui est beaucoup plus en français, c'est mon livre d'inspiration.
pour être dans sa zone d'excellence. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de métaphores, il y a plus de PNL un peu dedans, il y a plus en français, là, puis il se veut pour tout le monde. C'est quelque chose de, je le dirais, plus inspirationnel, puis l'autre, il est plus technique. OK, OK. Fait que une lecture plus légère de Coin de chevet, c'est plus la zone d'excellence. Exactement, exactement. Alors que l'autre, c'est vraiment chapitre, tu n'as pas besoin d'en lire un pour avoir lu l'autre, là. C'est Ouais, quel ouais, ouais. chapitre, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est celui-là, je vais aller voir, qu'est-ce que ça dit, là, pour ça, là, qu'est-ce que je peux faire d'autre, comment je peux. C'est vraiment un livre plus, moi, je le trouve plus technique. Il m'in- pour moi, il est plus proche de ce que je fais, moi, tous les jours. Tu comprends, parce que tout est là. Ouais, 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 ouais. OK, super. Puis pour te contacter, là, quelqu'un qui voudrait du coaching, tu as un site .com ou .ca, hein, je crois. .com, absolument, claudewebster.com, c'est très facile. Vous allez sur le site, puis je reçois tout de suite. J'ai une page Facebook, mais je ne vais pas souvent sur Facebook, puis LinkedIn. Je reçois les messages, je remarque, là, mais des fois, ça prend du temps avant que j'y reçoive. Fait que, alors que mon site Internet, claudewebster.com, j'y reçois tout de suite, puis là, je fais, ah, ça, je peux répondre. OK, OK. Puis pour des demandes d'atelier, ces choses-là, c'est la même place pour te rejoindre. Même chose, ça va me faire plaisir. Vous pouvez voir sur ces pages-là, d'ailleurs, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre des fois, puis Oui, j'ai vu des vidéos aussi, c'est super bien fait. j'ai une page YouTube en plus, s'il y en a qui veulent aller voir avec plein de vidéos d'il y a quelques années. J'en fais moins maintenant, là, mais il y a des années où est-ce que j'en faisais beaucoup, où est-ce que tout sort en anglais, en français, il y a un peu de tout. Mhm. Puis même sur YouTube, j'ai vu quelques vidéos un peu PNL. Aussi, à l'époque, j'en ai fait beaucoup, absolument, un peu de tout, là. Ouais. Super. Ben écoute, Claude Webster, merci beaucoup pour ton temps, pour ta vulgarisation incroyable. Fait plaisir. Écoute, merci infiniment pour l'invitation à toi. C'était très le fun. Puis je te souhaite le meilleur du possible avec toutes ces rencontres-là que tu fais régulièrement, là, avec ton podcast. Super. Ben écoute, merci beaucoup. Puis j'ai pas terminé la lecture de ton livre, La zone d'excellence, là, mais c'est super bon ce que j'ai lu à date. Parfait. Ben, tant mieux. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.